Agora tá. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui, boa tarde. Queria agradecer a presença do Denis Guermont, que aceitou o nosso convite, que veio desde a França, pela primeira vez aqui no Brasil. Muito feliz da gente estar compartilhando com vocês, não somente os 25 filmes que a gente está trazendo, mas agora eu queria falar sobretudo dos 6 filmes que a gente trouxe aqui do Denis. Espero que a maioria de vocês possam ter visto, né, para poder hoje aproveitar ao máximo essa masterclass. Queria só relembrar, várias pessoas que eu estou vendo já vi, então desculpa estar repetindo aqui inúmeras vezes, mas queria relembrar que então segunda-feira no Cine Maison a gente vai ter 2 sessões, às 18 horas o filme E a Vida e às 20 horas A Viagem ao Mar, com a presença do Denis na segunda sessão de 20 horas. E relembrar também que dia 2 de maio a gente vai ter aqui um debate nessa mesa com as 2 pesquisadoras, a Thaís Blank, que está aqui hoje, a Anitta Leandro também. E agradecer então de novo a presença de vocês. A mostra vai até dia 3. E hoje, daqui a pouco, a gente vai abrir para um debate, uma conversa com vocês. Então, porque é engraçado, como eu estou ouvindo, eu estou indo para cá, né? Vocês estão vendo, eu estou afastando aqui para tentar saída de emergência. Então é isso. Muito boa tarde para vocês. Até já. Eh bien, tout au bon. On y va. Vamos lá? Je ne sais pas du tout ce que les Brésiliens peuvent avoir envie de savoir d'un cinéaste français. Eu não sei mesmo o que os brasileiros podem ter vontade de aprender de cinéaste francês. Bon, je vais peut-être essayer de situer mon cinéma dans une génération, faisant le lien entre ma petite personne et la génération de cinéastes qui est la mienne. Eu vou tentar situar o meu cinema dentro da geração que é a minha e fazer o vínculo entre eu como cinéasta e os demais da minha geração. Mais j'ai pas envie de faire une conférence, je veux donc parler dans un premier temps comme ça un peu rapidement et surtout j'attends de vous des questions qui me guident sur ce qui vous intéresse. Eu não tenho vontade de fazer uma conferência, então vou falar um pouco rapidamente sobre meu trabalho, mas eu espero de vocês que vocês façam perguntas também para me guiar nessa explicação que eu vou dar. Donc, on peut dire très vite comme ça que mon cinéma, c'est le cinéma de cette génération qui avait 20 ans, parfois un peu moins, en 68. O meu cinema é o da geração que tinha 20 anos em 1968. Donc le cinéma que je pratique, je pourrais dire que c'est l'enfant du cinéma direct, le cinéma de Jean Rouch, et du cinéma plus concerné, peut-être d'agitation, qui s'est construit dans les années 68 et dans les années qui ont suivi 68. Então, eu poderia dizer que meu cinema é praticamente o filho do cinema direto de Jean Rouch, mas também um cinema que é mais político, que se construiu em 1968 e depois. Bon, mon goût du cinéma, mon envie de faire du cinéma et mon chemin dans le cinéma est celui d'un bon élève, puisque vers 16 ans, 18 ans, je me suis dit je veux faire des films
Et je suis rentré en 69 dans ce qu'on pourrait dire l'académie du cinéma, l'école qui s'appelle maintenant la FEMIS et qui s'appelait à ce moment-là l'IDEC. Então, para falar do meu itinerário, posso dizer que todo o meu percurso é o de um bom aluno de cinema. Aos 16, 18 anos, eu já tinha vontade de fazer filmes, então entrei em 1969 na Academia do Cinema, uma escola que se chama FEMIS, que na época se chamava IDEC. Mais quand je dis ça, il faut tenir compte du fait que cette école était à ce moment-là complètement bouleversée par les événements de 68 et ça ressemblait beaucoup plus à une école des beaux-arts qu'à une école académique au sens strict. Naquela época a escola era transtornada, extremamente, digamos, movida pelos acontecimentos de 1968. Então se parecia mais com uma escola de belas artes do que realmente com uma academia de cinema. Et nous étions en fait sur deux lignes. Il y avait une ligne de classe qui étaient les admirateurs de François Truffaut et les admirateurs de Jean-Luc Godard. Tinha duas linhas, né, de duas classes, os admiradores do Truffaut e os admiradores do Godard. Donc on était comme ça dans l'espèce d'idée mythique que nous allions réécrire le cinéma, que nous allions inventer des nouvelles formes, sans trop avoir de théorie, sans trop faire la distinction entre le cinéma de Cassavetes, par exemple, et pratiquement celui de Jean Rouch. Peut-être que pour nous, Faces, c'était autant du cinéma direct que Les Maîtres Fous, par exemple. Então, tínhamos essa ideia um pouco mítica que nós poderíamos reescrever o cinema, inventar novas formas, sem ter teoria e sem ter uma distinção muito clara entre o cinema de Cassavetes e o cinema de Rouch. Por exemplo, sem ter uma distinção muito clara entre o filme Faces Les Maîtres Fous. Os Mestres Loucos, não sei o nome em português, deve ser. Comment vais-je suivre Il y a cette longue pratique comme ça qui était faite d'histoire individuelle et d'histoire collective. Il y avait des petits groupes qui se montaient, qui faisaient du cinéma d'intervention. Et il y avait, dans mon école, à la suite d'un mouvement de grève, il y a un groupe de cinéastes politiques qui s'est construit, Ciné-Lutte. Peut-être certains d'entre vous connaissent des films. Moi, j'ai été exclu parce que j'étais un individualiste petit bourgeois. Então, foi uma construção, essa história individual e coletiva. Vários grupos se constituíram, grupos de intervenção cinematográfica, e um deles surgiu depois de um movimento de greve que se chamava Ciné-Lutte, talvez Cinema e Luta, que talvez vocês conheçam. Eu fui excluído desse grupo, porque era um pequeno burguês, na verdade. Et donc, comme ça, il y a ces aventures un peu à la fois individuelles et collectives qui se construisent et qui construisent un mouvement de cinéma qui n'a peut-être pas encore tout à fait conscience de lui, de ce qu'il représente. Parallèlement, je dirais, dans le même temps, la télévision française, qui est un instrument presque de propagande d'État, a un secteur particulier qui s'appelle le service de la recherche et qui s'appellera après l'INA. Sim. Então, foi uma construção individual e coletiva
de um cinema que ainda não tinha plena consciência de si mesmo. E em paralelo disso, tinha a TV francesa, a televisão francesa, que era um instrumento de propaganda, na verdade. Et donc, dans ce groupe, dans ce service de la recherche après cette INA, il y a un petit côté laboratoire de ce que pourrait être la télévision, et quelqu'un dans ceux qui sont au courant de l'histoire du cinéma documentaire en France connaissent peut-être le nom, Thierry Garel. Então, esse núcleo aí da televisão francesa funcionou um pouco como um laboratório do que a televisão poderia ser. E vocês talvez conheçam um dos participantes, Thierry Garel. Et donc, il y a l'idée comme ça qu'on va pouvoir, il y a des cartes blanches, un encouragement réel et un suivi sur des cinéastes pour les accompagner dans une recherche, dans leur œuvre. Ces cinéastes, ça va être des gens comme Nicolas Philibert pour les plus connus, ou Gérard Mordillat, toute une génération de cinéastes qui deviendront aussi les plus jeunes. Ce sera Claire Simon et moi-même et d'autres qui sont montrés aussi en ce moment là par cette équipe. Então, tinha essa ideia que nós tínhamos carta branca, né, toda a liberdade, um certo incentivo para acompanhar o trabalho de cineastas, acompanhar esse trabalho de cineastas que estavam pesquisando, cineastas como Nicolas Philibert, Gérard Mordillat, toda uma geração de cinema, na verdade. E depois outros como Claire Simon, eu e outros cineastas que estão sendo mostrados nesse festival. Et donc, on va se retrouver à ce moment-là dans les années 85 et l'éclatement du monopole de la télévision comme appareil d'État. Então, com isso, chegamos aos anos 85, com o fim do monopólio da televisão estatal. Télévision publique. Pour prendre un exemple, par exemple, le premier film qui est montré, le premier des films que j'ai réalisé, qui n'était pas mon premier film, qui était mon troisième film, Question d'identité, avait été produit par l'INA et n'a pas été diffusé parce que l'éclatement du monopole le monopole a éclaté entre le moment où j'ai fini le film et le moment où il devait être diffusé. Então, por exemplo, o primeiro filme meu que foi mostrado, Questão de Identidade, que na verdade era o meu terceiro filme, foi produzido pelo INA, mas não foi mostrado, não passou na TV, porque houve o fim desse monopólio. La violence qu'ont subie à ce moment-là tous ces réalisateurs qui, bon an, mal an, arrivaient à trouver des financements, arrivaient à être diffusés, et qui se sont trouvés comme ça complètement expulsés de toute possibilité. Cette violence les a amenés à se regrouper et à faire dans un groupe qui s'appelait la Bande à Lumière, en hommage aux frères Lumière. Então, essa violência que esses diretores viveram, que antes disso, bem ou mal, conseguiam financiamento, conseguiam uma rede de distribuição, e quando acabou, levou esses diretores a formar um coletivo chamado Le Bande à Lumière, o Bando do Lumière, em homenagem aos irmãos Lumière. Et
à ce moment-là, c'était à la fois des producteurs et des réalisateurs. Ça, c'est important. Eles eram, neste momento, ao mesmo tempo, produtores e diretores. Isso é muito importante. Les réalisateurs ont mis sur place à ce moment-là 2 festivals qui étaient importants, qui étaient des nouveaux festivals de documentaires, les rencontres de l'USAS et celle de Marseille, le festival de Marseille. Então, esses diretores montaram 2 festivais importantes de documentários, les rencontres de l'USAS, os encontros do USAS, e o Festival de Marselha. Ce qui veut dire que pour la première fois, les réalisateurs de documentaires se sont constitués en force et ont commencé à dire le documentaire c'est du cinéma, c'est du film, et à affirmer l'autonomie d'un genre, et je dirais presque la noblesse d'un genre, en tout cas dire nous sommes du cinéma au même titre que le cinéma de fiction. Então, pela primeira vez, diretores, realizadores de documentários se constituíram nesse coletivo e afirmaram a sua autonomia em relação ao cinema de ficção, e afirmaram ao mesmo tempo que o documentário é tão valioso quanto o cinema de ficção. Et les producteurs ont fait leur travail de producteurs et ils ont été discutés avec le Centre national du cinéma pour que une partie de l'argent qui était collecté auprès des chaînes de télévision pour constituer un fonds de structuration de la production privée, puisque la production privée devait se développer pour faire des programmes. Então, os produtores foram conversar com o Centro Nacional de Cinema para catar os fundos que iam para a televisão, para construir um fundo de estruturação para o documentário. Parce qu'il y avait ce fonds de restructuration de l'industrie, qui était un fonds d'abord industriel, mais pour la fiction, pas pour le documentaire. Porque esse fundo de reestruturação da indústria existia para a ficção, mas não existia para documentário. Donc ça a permis de réalimenter toute une production et de repartir bon an mal an sur des bases qui rendent possible le travail de cette génération qui était en train d'arriver, de prendre sa maturité aussi. Isso permitiu realimentar a produção e sair de novo com bases que tornem impossível o trabalho dessa geração que estava se afirmando realmente. Et pendant ce temps, derrière, ou devant, je ne sais pas comment on doit dire des plus jeunes, mais commençaient à se construire des spécialités dans les faculdades de documentaire. E em paralelo, nas faculdades, começaram a se montar especialidades, cursos de documentários, como especialização. Oui. Donc le genre s'affirmait et en 92, les réalisateurs, uniquement les réalisateurs, ont ressenti le besoin de se regrouper et de parler de leur pratique, d'abord de leur pratique, de comment ils envisageaient leur pratique, la réflexion qu'ils avaient de leur pratique. Moi, j'aime à dire qu'ils aimaient mélanger à la fois la discussion de cuisine et la discussion de salon. Então, eu ouvi essa afirmação do gênero em 1992. Os diretores sentiram essa necessidade de se reunir para falar sobre sua prática, para compartilhar uma reflexão sobre a prática. Era meio discussão da cozinha e do salão ao mesmo tempo. Donc on faisait à ce moment-là des rencontres sur des thèmes que nous avions travaillés, qui pouvaient être la mise en scène de la parole, la peur de l'autre.
Então nos encontramos e falamos sobre temas que tínhamos trabalhados, como a encenação da fala, o medo do outro, filmer seul, como filmar sozinho. ce qui peut vous dire quelque chose par rapport à mon travail, évidemment. Eu acho que Mais quelle implication ça a, bien sûr, et la théorie qu'on peut en faire. Ce qui fait qu'on est, on est rentré dans un chemin où nos pratiques individuelles ont pu se penser collectivement. Então, nos entramos num momento em que nossas práticas individuais poderiam ser pensadas coletivamente. Moi, je vais prendre, pour prendre mon exemple personnel, j'avais déjà fait donc Et la vie, donc tous les films qui sont avant Et la vie, et j'étais à ce moment-là en train de faire le film que certains ont vu cet après-midi, La vie est immense et pleine de dangers. Et vous pouvez imaginer l'importance que ça a de réfléchir à comment on est en train de faire un film avec d'autres et pas simplement dans son cabinet de travail, et de faire un film qui convoque autant d'affect et qui est aussi engageant dans sa responsabilité humaine, éthique et tout ce que vous voulez. Então eu já tinha realizado o filme E a Vida, e eu estava fazendo A Vida Imensa e Cheia de Perigos, e cheguei a refletir sobre como fazer um filme com os outros, um filme que envolve emoções e que é um envolvimento forte da parte do diretor. Je dis tout ça parce que on ne fait pas des films tout seul, on est forcément dans une histoire collective, une histoire de pensée collective. Et je suis toujours étonné quand je me dis, tiens, mes premiers gestes étaient justes, mais je ne savais pas ce que je faisais. Et que maintenant, je peux faire, et nous allons en discuter, je peux avoir toute une réflexion sur mon travail, mais très souvent, mon travail a précédé la réflexion. E é interessante, bom, já que não se faz filme sozinho, é sempre uma história coletiva, uma coisa que me surpreendeu bastante, que muitas vezes eu me dava conta que o primeiro gesto meu era o gesto correto, a intenção correta, mas eu não tinha consciência do que eu estava fazendo naquele momento. Depuis, c'est une autre histoire, et l'histoire vient de repartir récemment en France parce que le CNC, donc, qui mutualise une partie de l'argent de la télévision, est en train de prendre à nouveau une ligne extrêmement libérale qui nous met vraiment en danger. Et là, en ce moment, on est reparti vers des nouveaux combats et on va bientôt faire le siège du CNC. J'espère qu'on va occuper le CNC, en fait. Mais ne le dites pas trop fort. Então agora a história está se repetindo porque o CNC, que administra o dinheiro da televisão, adotou uma linha mais liberal, e isso ameaça os diretores, seus trabalhos. Então tem novas lutas para frente, então, e provavelmente vamos fazer a ocupação do CNC, mas não podem falar muito alto isso. Entre nous. Fica entre nós. Bon, je ne vais pas rester comme ça dans un long débat parce que je ne sais pas enfin une longue discussion professionnelle, trop professionnelle. Je ne sais pas trop quels sont vos désirs. Peut-être qu'il y en a qui ont envie de parler plus effectivement des systèmes qu'il peut y avoir en France, mais on est aussi là pour parler même d'esthétique, c'est pas un gros mot. Então, eu não vou fazer um debate longo demais sobre o aspecto profissional. Eu não sei o que vocês têm vontade de abordar, quais temas. Podemos falar dos sistemas na França, mas...
je traduis. Je peux la traduire en portugais si vous voulez. Ok, desculpa. Juste pour boucler ce que vous venez d'expliquer. Bon, je suis française, mais je fais du documentaire, mais je suis à Rio. Et j'aimerais que vous me disiez, vous expliquiez comment, de votre point de vue de documentariste qui travaille pour le cinéma et pas pour la télé, comment est-ce que éventuellement ça a influencé les écritures du documentaire de télévision, qui pour le coup, on a des télés maintenant en France qui sont très preneuses de documentaires, il faut se battre, mais ça existe. C'est un, entre guillemets, marché. Et je pense que ça peut intéresser les Brésiliens parce qu'ils sont un petit peu dans cette phase de réflexion où la télévision deviendrait aussi un marché, mettrait de l'argent dans le documentaire. Donc si, éventuellement. Et eu vou traduzir para quem não souber. Eu sou francesa, faço documentário, mas para a televisão francesa. E eu moro aqui. Então, a minha pergunta é como é que essa linha de documentário do real influenciou o documentário de televisão. Porque a televisão na França compra muitos documentários. Então, eu acho que talvez interesse vocês, porque tem esse papo também no Brasil. Vous savez, d'abord, il faut dire une chose, que ce soit pour la télévision ou pour le cinéma, un documentaire, c'est un film. Et la télévision, par définition, demande des émissions. C'est un drôle de mot, les émissions. J'ai jamais compris quand on me disait « ton émission, c'est quoi ?» Je me disais « ah bon, c'est quoi ce mot émission? Qu'est-ce que j'aimais, moi ?» Na verdade, seja para a televisão ou seja para o cinema, documentário é sempre o filme. E a televisão pede programas. Eu até hoje me pergunto o que é programa. Oui, sauf que émission, c'est... Il y a un jeu de mots qui est difficile à Emissão, mas tem trocado assim. Oui, bon. En fait, effectivement, avec cette INA qui est devenue après la 7 et après Arte, dans ses premiers temps, on trouvait à la télévision un moyen de faire nos films. Et si je prends mon exemple, La vie est immense a été produite pour la télévision, mais il y a eu un conflit sur le temps. À 5 minutes près, le diffuseur, Arte, la chaîne, ne pouvait pas passer le film. Et c'était Thierry Garel qui, à ce moment-là, était mon responsable de programme, justement. Et il me disait, on peut passer le film à 1h15, on ne peut pas le passer à 1h20. Mais il ne voulait rien retirer du film parce qu'il trouvait que le film était très bien. Donc on a été obligé de faire 2 versions, une version d'1h et une version d'1h20. Et c'est dans ces années-là qu'a commencé à se creuser le chemin, et il y a eu un écart de plus en plus grand entre l'exigence télévisuelle de programme, au sens très industriel, et le chemin du cinéma au sens artistique, au sens de faire des films. Et donc, petit à petit, les cinéastes de ma génération sont passés au cinéma. Mais des films comme La vie est immense existent sous un autre titre pour la télévision. Il a été financé grâce à la télévision. Grand comme le monde a été financé dans une filière de cinéma. Mais mes derniers films sont financés même pas par la télévision, par des télévisions locales, c'est-à-dire avec des tout petits budgets. Le dernier film On a grévé, il a coûté 6 000 €. Ça
voyez en réel ce que ça fait, multiplié par 3. Então, havia essa entidade daí, né, que virou a TV7, que virou Arte, TV Arte, e que dava os meios para fazer os filmes. Por exemplo, o filme A Vida Imensa e Cheia de Perigos foi produzido para ser mostrado na TV, mas houve um problema de tempo. A 5 minutos de diferença, a 5 minutos da difusão do filme, a programação resolveu, disse que não daria para passar, para mostrar um filme de 1h20. E o diretor, o responsável pelo programa, Thierry Garel, não queria cortar nada do filme. Então fizemos duas versões, uma versão de 1 hora e outra versão de 1h20 de duração. Foi naqueles anos que a diferença entre as exigências da televisão e o caminho mais artístico do cinema começou a ser mais visível. E a maioria dos cineastas da minha geração foram para o cinema. Na verdade, esse filme, A Vida Imensa, existe com outro título destinado à TV. E Grand comme le Monde, Grandes como o Mundo, também. É um filme que On a Grévé, meu último filme de greve, custou 6.000 euros. Vocês podem converter em reais se ver mais ou menos o que representa. Então, meus últimos filmes foram produzidos por redes de televisão locais, com orçamento pequeno. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est le problème qui va se poser à toute la génération montante. C'est, on peut faire des films pas chers parce qu'il y a le numérique, mais comment vivre de ces films? E o problema dessa geração de agora, podemos fazer filmes baratos, porque tem o cinema digital, mas será que é possível viver desses filmes? Grand silence. Eu vou fazer a pergunta em pedaços para você traduzir. Aí você vai traduzindo simultaneamente, né? Tá, ok. Frequentemente, os brasileiros comparam seus filmes com os filmes do Eduardo Coutinho, um grande documentarista brasileiro, que tem em comum com o seu cinema o fato de se interessar por pessoas comuns na vida cotidiana. Né? Mas eu acho que uma diferença fundamental entre o cinema do Coutinho e o seu é que o Coutinho ele separa a entrevista da vida real. Ele diz que aquele momento em que ele está conversando com as pessoas não pertence à vida real. É outra coisa, é um momento extraordinário para ele e para o entrevistado, e que aquilo não teria nenhuma relação com a vida real. No seu caso, nós vemos frequentemente as entrevistas, as conversas acontecerem enquanto as pessoas estão vivendo sua vida do dia a dia. Estão trabalhando, estão brincando, estão conversando com outras pessoas, e a sua conversa com elas se confunde, se mistura com a conversa delas entre si. Eu queria saber se existe alguma... Até que ponto esse seu momento que você passa com as pessoas e que vai estar nos seus filmes, até que ponto isso é parte da vida cotidiana ou é cinema? Em que ponto as duas coisas se misturam ou se separam? Onde há o corte? Onde não há corte nenhum? C'est un peu difficile. Musique. C'est un peu difficile pour moi de faire une réponse générale. Déjà parce que
si vous avez vu La Vie, par exemple, il y a des gens avec lesquels la parole naît on the spot, sur le terrain, au moment même, et il y a des gens avec qui, au contraire, c'est le fruit d'un long travail de préparation. É um pouco difícil dar uma resposta global para essa pergunta. Por exemplo, em E a Vida, tem pessoas com as quais a fala, o discurso nasce em campo. E com outras pessoas, o discurso é o fruto de um longo trabalho de aproximação. Pour moi, la parole n'est née de ce que je suis demandeur, de ce que moi, je demande à l'autre quelque chose que Edgar Morin exprime dans Chronique d'un été par comment vous vous débrouillez avec la vie. Para mim, o discurso nasce a partir daquilo que eu peço ao outro. É algo que o Edgar Morin resume esta frase: como você lida com a vida? Ce que je dis au début du voyage à la mer, c'est ce sentiment qu'on peut avoir, qui est peut-être un sentiment qui prend sa naissance dans l'adolescence, de se dire, moi, je ne sais pas la vie, et je regarde les autres, et je pense qu'ils savent la vie, et je vais leur demander ce que c'est que la vie. E o que eu explico um pouco no início do filme, Uma Viagem ao Mar, isso nasce de um sentimento de que eu não sei o que é a vida. E eu olho para os outros e me parece que eles sabem. Então eu vou perguntar para eles o que é a vida. Alors évidemment, quand les cheveux blanchissent un peu, on s'aperçoit qu'ils n'en savent pas plus que vous. Quando você fica mais velho, você se dá conta do que eles não sabem mais do que você. Mais ça pose une chose, c'est qu'on est égal de part et d'autre de la caméra. Isso, pelo menos, coloca uma base em que somos iguais de ambos os lados da câmera. C'est-à-dire que ma question fondamentale, c'est dis-moi ton expérience de ton humanité. Et dis-la pas à moi, mais à moi et la caméra. Parce que c'est le triangle qu'on va retrouver qui est fondamental dans l'acte de filmer, c'est qu'on n'est pas dans la conversation, mais on est dans une parole adressée à celui qui n'est pas là, le spectateur. Então, isso nasce de uma pergunta fundamental. Diga-me qual é a experiência da sua humanidade. E diga isso para mim e diga isso para a câmera também. Isso é a triangulação fundamental do ato de filmar, que não é uma conversa, é uma fala que se dirige ao espectador, àquele que não está presente. C'est-à-dire que, mais je pense je ne connais pas son œuvre, hein. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est du même ordre, mais il y a quelque chose qui est effectivement différent dans le dispositif. C'est que c'est moi qui filme, c'est mon corps qui filme. Je n'ai pas la caméra posée sur une. Donc je suis tout le temps dans ce mouvement par rapport à l'autre. Eu não conheço bem o trabalho de Coutinho, mas eu acho que o dispositivo é diferente. Quando eu filmo, meu corpo está filmando, então existe sempre esse movimento em direção ao outro. Et donc je suis dans cette position, je suis comme ça. Je ferme l'autre œil et l'œil est dans l'œil ton. Donc celui qui est en face, il est en face d'une présence et d'une absence. Hein? C'est la position fondamentale
complètement schizophrénique d'être dans le monde que vous filmez et dans la salle de cinéma dans laquelle vous êtes. Quando eu filmo, eu fecho um olho e o outro olho olha para o visor da câmera. Então, aquele que está entrevistado está diante de uma presença e uma ausência ao mesmo tempo. É um pouco uma posição esquizofrênica para mim. Peut-être que c'est pour ça que j'ai besoin de filmer et d'être dans un acte technique, c'est pour échapper à ma schizophrénie. Talvez seja por isso que eu filmo, que é uma forma de eu escapar da minha esquizofrenia. Mais en tout cas, ça fonde de part et d'autre un acte en train de se faire. Et ça, c'est très fort. D'abord, très souvent, j'ai une grosse caméra. Comme vous voyez, je ne suis pas très impressionnant. Et souvent, ils se disent « Oh là là, quel travail !» Isso, na verdade, fundamenta dos dois lados ato em construção, em andamento. Muitas vezes eu chego com uma câmera grande e o entrevistado pensa, que isso? C'est-à-dire, ça compte. Et je peux vous dire que pour les enfants, de la vie est immense et pleine de dangers. À un moment, par exemple, je filme Cédric et il entend que la pellicule, le dernier mètre de la pellicule qui sort du magasin de la caméra, qui sort de la caméra, qu'il n'y a plus de pellicule dans la caméra. Et il s'arrête. Il s'arrête de parler. Et là, je lui dis pourquoi? C'est pas la peine, il n'y a plus de pellicule. Et vous savez ce qu'il dit à ce moment-là? C'est à ce moment-là qu'il dit la vie est immense et pleine de danger. C'est à ce moment-là qu'il commence à dire quelque chose, je lui dis attends, mais c'est pas possible. Et j'avais une règle qui était de ne jamais filmer plus que 2 bobines, c'est-à-dire 2 fois 10 minutes, 20 minutes. Et là, j'avais plus qu'un reste de bobines. Et tout le reste de bobines est monté là, dans le passage où il dit la vie est immense et pleine de danger. Isso é muito importante, por exemplo, para as crianças no filme A Vida Imensa e Cheia de Perigos. Estava filmando o Cédric e ele ouviu que o filme tinha acabado. Ele parou de falar. Aí eu perguntei, por que você parou? Não adianta eu falar, não tem mais, o filme acabou. E foi naquela sequência que ele falou aquela frase, a vida imensa e cheia de perigos. A minha regra era usar sempre não mais de 2 bobinas de filme, ou seja, 20 minutos. E aquilo, o resto da bobina, tudo isso aparece no filme, que foi montado e aparece no filme. Maintenant, pour essayer de revenir sur ce qui est de ce que vous appelez la vie et le cinéma. Pour que ce cinéma puisse exister, mon cinéma puisse exister, pour qu'il puisse y avoir de la parole, pour qu'il puisse y avoir de la parole, moi, il faut que je connaisse d'abord un territoire, une langue, pour qu'il puisse y avoir parole. Le territoire, ça va être une institution, ou ça va être un territoire presque imaginaire, comme celui de Et la vie, puisque dans Et la vie, je vais passer du sud de la France au nord de la France, et dans des accents différents, donc dans des langues différentes. Ce que j'appelle la langue, c'est un peu des notions cachées Lévinas, hein, mais ne m'en demandez pas plus, je ne suis pas un spécialiste. Mais ces notions-là sont bien spécifiées de ce côté-là. Ce que j'appelle la langue, c'est le fait que les mots nomment les mêmes expériences. Et que moi, je ne peux parler
à quelqu'un que si je comprends l'expérience que ça couvre, que les mots couvrent. Pour prendre un exemple, ceux qui ont vu Et la vie ont peut-être été frappés par cette jeune fille qui est en apprentissage de couture et dont le père lui-même est un ancien ouvrier de couture au chômage. Et comment ce paradoxe, ces deux se sont apparus à nous, tous les deux, au même moment. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas conscience de l'absurdité de cette situation. Et moi, quand j'ai abordé cette jeune fille, c'était une jeune fille positive qui faisait de la compétition en natation et qui était un exemple d'adolescente rayonnante. Donc, il y a quelque chose qui s'est... un gouffre qui s'est ouvert comme ça. Mais avant que je puisse faire ça, ça a été 3 mois où j'ai erré dans le Nord, où je me suis baladé avec la caméra, où je fais cette séquence d'ouverture du film, où je suis là à suivre une voiture, à suivre un bonhomme qui parle. Je peux vous dire que cette séquence d'ouverture de Et la vie, quand je l'ai présentée la première fois en festival à Marseille, on va essayer. Então, sobre essa relação, entre a vida e o cinema, eu considero que a questão é que o cinema possa existir com um discurso, uma fala. Então, para eu poder fazer esse cinema, eu preciso conhecer um território e uma língua. O território pode ser um território, uma instituição, ou pode ser um território imaginário, como no filme E a Vida. Eu viajei do norte ao sul da França, eu encontrei pessoas com sotaques diferentes, o que quer dizer, na verdade, idiomas diferentes, como diz o Levinas. E, na verdade, para entender o que é uma língua. Uma língua, um idioma, acontece quando os fatos descritos pelas palavras nomeiam as mesmas experiências. Então, eu preciso entender a experiência descrita no discurso para poder filmá-la. No filme E a Vida, por exemplo, tem uma moça que aprende costura e o pai dela é um ex-operário de costura desempregado. E ela não tinha consciência até então da absurdez dessa situação. Era uma moça bastante dinâmica, que fazia natação, competia. De repente, um abismo se abre para ela. Mas antes disso, eu passei 3 meses no norte antes de filmar essa sequência. Exemplo desses 3 meses é a abertura do filme, quando eu filmo um carro passando. E quando eu mostrei o filme em Marselha, essa primeira sequência de abertura provocou uma rejeição bastante forte. En quelque sorte, il faut avoir la patience du chasseur et la rapidité de la patience du pêcheur et la rapidité du chasseur. Em outros termos, tem que ter a paciência do pescador e a rapidez do caçador. Moi, je suis absolument persuadé que le cinéma, ce n'est effectivement pas la vie, que les gens qui me parlent ne sont pas dans un rapport naturel et qu'ils parlent bien à vous à travers moi. Je vais faire court cette fois-ci. Então, eu tenho certeza que, na verdade, o cinema não é a vida. Quando as pessoas falam, não é uma relação natural,
eles falam bem para vocês através de mim. Le seul contrat qui nous lie et le seul intérêt que les gens ont à être filmés, les personnes que je filme ont à être filmées, c'est bien de ce qu'elles vont transmettre quelque chose, elles vont faire l'expérience de cette transmission dans ce moment particulier. C'est bien qu'elles vont faire l'expérience d'être un sujet qui exprime pour les autres à travers cette caméra, et non une satisfaction narcissique, évidemment. O único contrato, o único interesse dessas pessoas em serem filmadas é que elas vão transmitir alguma coisa em determinado momento. Elas vão fazer essa experiência da transmissão, e quando o sujeito expressa algo para os outros, não é nada narcísico. Eu gostaria de saber se você acompanhou a vida de Cédric, o Dolores, o Steve. Et c'est une question absolument légitime, puisque on s'attache à des êtres en sachant qu'ils sont vivants. É uma pergunta legítima, porque nós apegamos a seres quando sabemos que eles são vivos. Mais moi-même, je suis un être dans la vie comme eux, et il y a un moment, nos vies se séparent. Mas eu também sou um ser vivo, e em determinado momento as nossas vidas se separam. J'ai accompagné peut-être pendant 2 ans, j'ai continué à voir Cédric peut-être pendant 2 ans après le tournage, et puis il est rentré dans l'adolescence, et il était temps que nous nous congédions mutuellement. Hein. Eu acompanhei o Cédric durante 2 anos após a filmagem, e depois ele entrou na fase da adolescência e estava na hora dos nossos caminhos se separarem. Ce qui est vrai, c'est que, et ce qui est toujours paradoxal, c'est que ces expériences humaines très fortes sont d'abord des expériences de cinéma. S'il n'y avait pas le cinéma, nous ne vivrions pas ces expériences. C'est aussi le côté formidable de ce métier. O grande paradoxo é que essas experiências humanas também são experiências de cinema. Se não fosse o cinema, não teríamos a possibilidade de viver essas experiências. Então, uma grande possibilidade no nosso trabalho. Il y a toujours une zone de confusion qui voilà, est délicate à gérer. E sempre existe uma zona de confusão que é complicada de administrar. Importante ressaltar que o seu filme Questão de Identidade, dos que eu assisti, eu ainda não vi todos, mas do que eu assisti, é extremamente atual. Um filme que acho que, pelo histórico feito aqui em relação ao momento da história de elaboração do documentário na França, é importante fazer um investimento muito grande em nível de universidade, nas universidades, de resgatar esse filme. Porque pelo que a gente vê da história da França atualmente, e esses episódios todos de terrorismo e todo esse trabalho do governo de chamar os jovens e procurar saber os jovens que estão se envolvendo nas atividades terroristas, a gente vê que no filme, principalmente no final, é muito forte a fala do personagem, quando ele diz que ele não larga as raízes. Então, eu acho que talvez seja um momento de haver uma grande força nacional de resgate do seu filme para passar para as pessoas como uma forma de reflexão
de que esse trabalho, que essa coisa que está nascendo agora, ela já foi mostrada através do seu trabalho na década de 80. Vous posez une question qui excède un peu ce qu'est un cinéaste qui d'abord le cinéaste fait des films et il a d'abord envie, bien sûr, que les films soient, que les spectateurs s'emparent des films et les fassent vivre. En France, on accompagne énormément les films. On passe parfois 3 mois, 6 mois. Quand on a grévé, j'ai fait près de 90 débats à travers toute la France. Et peut-être le plus beau moment, c'était quand j'ai projeté le film à des hommes et des femmes, parce que c'était une équipe mixte qui était en grève et qui accompagnait le film avec une empathie que vous pouvez imaginer. Essa pergunta, na verdade, vai muito além do trabalho do cineasta. O cineasta, a primeira coisa é que ele quer fazer filmes. Ele quer que o espectador se aproprie do filme e faça o filme viver. Quando mostramos, por exemplo, de greve, eu, depois do filme, da estreia do filme, participei de mais de 90 debates através da França. E o filme foi mostrado a um grupo de grevistas, homens e mulheres, que, obviamente, receberam o filme de uma forma muito intensa. Votre réflexion me fait un peu penser à la question que me posait le monsieur tout à l'heure. C'est un cinéma qui vient de la vie et on est toujours redevable à la vie. Il nous met toujours dans une responsabilité qui nous excède un peu et je crois que c'est bien comme ça, que ça nous excède. On essaye de faire avec, voilà. C'est un scandale que tout le monde ne voit pas mes films. Hein. Eu acho que é um cinema que vem da vida, então nós sempre devemos a vida. É uma responsabilidade que ultrapassa nosso trabalho. E eu acho isso bom, na verdade. Si vous voulez que je vous en dise plus sur la question de la diffusion des films, un film comme La vie est immense et pleine de dangers a été inscrit à un dispositif qui s'appelle École et Cinéma, donc vous pouvez comprendre de quoi il s'agit. Por exemplo, se você quiser saber mais sobre essa difusão dos filmes, A Vida Imensa foi inscrito num dispositivo de uma escola de cinema. Et donc, il y a eu des responsables de l'éducation nationale qui ont dit « Tous les enfants de France devraient voir ce film ». Et d'autres qui ont dit « On devrait interdire ce film absolument aux enfants ». Então, alguns responsáveis do Ministério da Educação Nacional, alguns disseram todas as crianças da França têm que ver esse filme. E outros falaram, não, esse filme tem que ser proibido, ninguém pode ver. Só para dizer, não é numa escola de cinema, só um detalhezinho, é um dispositivo que existe nas escolas, em geral. Né? Então, é acessível a todo tipo de criança, não aqueles que estão no cinema. Tá? Só pra... É importante. Obrigado. Não, porque parece que nesse filme que a gente viu agora, você teve uma relação muito forte com aquelas crianças. E eu queria saber como foi o processo de edição de todo esse material que você filmou, já que você criou um laço muito forte, assim, pelo menos é o que parece. O filme, desse filme que a gente acabou de ver, A Vida é Imensa. Il n'y a rien de très particulier à dire sur le montage. Il y avait déjà une structuration
du film en plusieurs, à plusieurs niveaux, et je préférerais parler de ça. Na verdade, esse filme, a questão da montagem, da edição do filme, não tenho nada em particular a dizer. Havia já uma estrutura do filme em vários níveis. Eu gostaria mais de falar disso. Je veux dire par exemple que les fenêtres, qui sont un élément important du film, étaient une décision qui était écrite sur papier au moment du projet. Por exemplo, as janelas, que é um elemento importante do filme, isso foi uma decisão que já estava inscrita na etapa do projeto do filme, no papel. Et aussi toutes les vues des couloirs, les images, par exemple la manière, Anita Leandro en parle très bien, les images qui suivent le moment où Cédric dit la vie est immense et pleine de dangers. La manière dont ces images viennent répondre à la parole. Também os planos sobre os corredores, tudo isso estava definido desde o início. Como disse muito bem a Anita Leandro, por exemplo, as imagens que seguem aquela frase do Cédric, a vida é imensa e cheia de perigos, é uma resposta à sequência que foi mostrada antes. Si vous voulez, ce que je veux dire par rapport au montage, c'est qu'il y a une écriture qui s'impose du fait justement de cette implication très physique dans la parole et qui nécessite un mouvement de recul qui va être donné par ces plans. É uma escrita que se impõe a partir desse envolvimento físico na fala. E isso também gera necessidade de distanciamento. Pour moi, les fenêtres, je les pense comme la musique du film. Au sens où la musique dans un film, c'est le moment où vous reprenez sur vous, vous réintériorisez l'émotion et vous la laissez s'exprimer. Et les fenêtres, c'est l'endroit où vous allez pouvoir exprimer le film. As janelas no filme são um pouco como a música do filme, a trilha sonora. É aquele momento em que você interioriza a emoção e a emoção pode se expressar. Mais c'est quelque chose d'organique. Je les avais écrites, ces fenêtres. Mais avant de rencontrer Cédric, j'aurais pu les faire puisque j'ai mis 3 mois avant de rencontrer Cédric. Donc j'avais du temps. J'aurais pu mettre un petit catalogue de fenêtres, mais je ne savais pas filmer les fenêtres. Il a fallu que Cédric me parle pour que je puisse filmer les fenêtres. É algo quase orgânico. Eu já tinha escrito essa sequência das janelas 3 meses antes de encontrar o Cédric. Mas eu não sabia como filmar essas janelas. Ele me ensinou a filmá-las. En fait, ce qui se passe au montage, c'est ce qui se passe dans ma propre émotion de tournage. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose de très fort qui est dit par quelqu'un, qui m'est transmis, cette émotion, j'ai besoin d'aller l'exprimer. Si je faisais du piano, j'irais faire du piano, mais je ne fais pas du piano, je fais des images. Et j'ai besoin d'aller l'exprimer en allant filmer ces fenêtres, ces coins de couloir, ou dans Et la vie, le film Et la vie, ces paysages. Na verdade, a montagem é o reflexo da minha própria emoção durante a filmagem. Quando alguém me diz algo que me emociona, eu preciso, já que eu não toco música, eu preciso expressar essa emoção, por isso que eu vou filmar janelas, vou filmar corredores. Donc, après le montage, pour parler de l'art du montage, quand même pour répondre à votre question, excusez-moi de la diversion. Eu vou falar mais da montagem para responder a sua pergunta, eu fugi um pouco do assunto.
Le montage, c'est pas prendre les meilleures choses, les meilleurs moments, et puis voir comment on va les faire fonctionner ensemble. Le montage, c'est trouver ce qui s'est passé au-delà de ce que je pense, au-delà de ce que pense l'autre, mais de ce qu'a produit l'acte de filmer, et de le mettre en cohérence. A montagem não consiste em pegar os melhores momentos da filmagem e tentar assemblá-los para ver o que dá. Na verdade, a montagem reside em encontrar o que aconteceu durante o ato da filmagem, o que a filmagem produziu em mim, no outro. Pour qu'il y ait film, il faut qu'il y ait cette rencontre entre ce que vous cherchez et puis, et c'est là que c'est le plus miraculeux d'une certaine manière, entre ce que vous cherchez et ce que l'autre cherche. Et c'est là qu'il y a un discours commun qui va se construire et qui va faire qu'il y a film. O filme é um encontro entre aquilo que você busca e aquilo que o outro busca. Dali, a partir desse ponto, um discurso comum vai se constituir. Por favor, você filma sozinho. É uma questão orçamentária ou você é um lobo solitário? Se tu filmes seul, c'est pour des raisons de budget ou tu es un loup solitaire? Les deux, mon général. Ambas as coisas, capitão. Je filme d'abord seul parce que ça me permet de ne pas filmer. Je veux dire que je peux être dans le temps de la vie, attendre le moment où la personne va être disponible, ça va être le bon moment, et filmer à ce moment-là. Na verdade, eu filmo sozinho para não filmar. Isso me permite estar dentro do tempo, esperar o momento certo em que a pessoa vai se expressar e filmar naquele momento. Imaginez, quand j'ai tourné La vie est immense et pleine de dangers, j'ai tourné 10 minutes de pellicule par semaine. Quando eu filmei A Vida Imensa e Cheia de Perigos, eu filmei 10 minutos de filme por semana. Alors que j'étais là comme n'importe quel employé de l'hôpital, 8 heures par jour, 5 jours par semaine, que je prenais des congés comme n'importe quel employé de l'hôpital. Enquanto eu estava lá no hospital, como os funcionários, 8 horas por dia, 5 dias por semana. Eu tirava férias, como os funcionários do hospital. C'est pour ça qu'il y a un garçon qui me demande de quel service je suis dans le film. Por isso, no filme, menino me pergunta de qual departamento, onde eu trabalho, qual departamento. Donc, c'est une implication. Si vous filmez avec un ingénieur du son, la personne qui va être filmée va s'adresser à 2 personnes. Et il y en a un que vous ne verrez jamais, et qui donc n'est pas dans l'économie de la mise en scène. Isso tem uma implicação. Se você filma com operador de som, por exemplo, um entrevistado vai se dirigir a 2 pessoas. Então, sempre há uma pessoa que não está presente, na verdade, na encenação. C'est ce que nous disions tout à l'heure du triangle. Le triangle, il fonctionne parce que je suis authentiquement seul. Il n'y a pas quelqu'un qui vient m'assister. On est dans une relation de jeu, de personne à personne. Et c'est aussi une fragilité qui fait la force de ce qui se passe entre nous. Parce que je suis fragile. Isso tem a ver com a questão do triângulo que abordei. Isso funciona unicamente porque eu sou sozinho. Estou sozinho, não tenho nenhum assistente, então é uma relação de pessoa para pessoa. Isso cria uma fragilidade que faz a força da filmagem.
C'est le risque. Oui, vous le savez puisque vous êtes photographe. C'est le risque que vous prenez de votre personne qui inspire l'implication de l'autre aussi. Isso é, você sabe disso porque você, já que você é fotógrafo, e o risco, o fato de você se arriscar, que envolve o outro também. Et quand je dis vous êtes photographe, moi j'ai fait beaucoup de photos et mon cinéma se base énormément sur aussi le fait que le monde est source d'images et que vous ne savez pas des fois, et les meilleures photos que vous faites, vous ne savez pas pourquoi vous les avez prises. En tout cas, moi c'est ce qui m'arrive. Eu também faço muitas fotos e o meu cinema se baseia num mundo que é fonte de imagens. E as melhores fotos que você faz, você não sabe por que você tirou aquelas fotos. Quand je filme un ballon rose dans La vie est immense, qui est un peu perdu dans un couloir, je sais bien que je suis en train de faire une métaphore. Mais d'une certaine manière, il y a quelque chose qui m'aspire là, et le fait de filmer seul rend extrêmement disponible à ce genre d'inspiration quand même. Por exemplo, quando eu filmei uma bola cor-de-rosa num corredor, na vida imensa e cheia de perigos, eu sabia que, quando eu estava filmando, que seria uma metáfora. Então, alguma coisa me atraiu, de alguma forma. Puisqu'on parlons un petit peu, si vous voulez, plus technique. Pour moi, plus j'ai avancé, le plus simple, c'est une caméra avec un objectif fixe qui est le 50 mm du photographe, c'est-à-dire un objectif qui a la meilleure rendue possible de la perspective. Quanto mais eu desenvolvo meu trabalho, eu trabalho de forma mais simples, com um objetivo fixo de 50 milímetros, que dá a melhor forma de mostrar a perspectiva. Et qui donne ma relation à la personne que je filme. Je le vois tout petit loin, je suis loin, et je le vois tout gros, je suis près. Isso é a melhor forma de mostrar a minha relação com o entrevistado. Se eu estiver longe, ele aparece longe. Se eu estiver perto, ele aparece tudo grande na imagem. Et je respecte le même système pour le son. Je n'utilise jamais de micro-cravate ou d'enregistreur. Il y a juste un micro sur la caméra qui est pointé, qui a un son qui va chercher un peu devant, et un autre micro qui va chercher autour de la caméra. Chacun sur sa piste. Nunca uso nem microfone de gravata, nem gravador. Eu uso dois microfones, que eu coloco na câmera. Que vai gravar o som que está na frente e o outro que vai gravar o som que está ao redor. Donc on est dans un dispositif qui est caméra-personnage quand même. Então, dispositivo da câmera ao personagem.